Vous avez sur l'écran le programme du séminaire et vous voyez que le séminaire nous parlera en effet d'un certain nombre d'écrivains qui sont liés à la Première Guerre mondiale, mais qu'un certain nombre de réflexions seront aussi plus générales et qu'il y aura donc ces deux voies que j'ai essayé d'esquisser dans ma présentation d'aujourd'hui. Notre premier invité est donc Georges Niva, et je crois que c'est très bien pour commencer le séminaire. Georges Niva est un spécialiste de la langue, de la culture et de la littérature russe, et il a été très longtemps professeur à l'université de Genève. Il est l'un des traducteurs de Solzhenitsyn et il a écrit plusieurs livres importants sur Solzhenitsyn. Je vous recommande également le livre qui s'appelle « Vivre en russe », que j'ai lu il y a quelques années et où j'ai appris beaucoup de choses sur Georges Niva, où il explique son amour de la langue, de la littérature et de la culture russe. Il a dirigé une grande histoire de la littérature russe chez Fayard et il a aussi dirigé une qui est en cours, je crois qu'il n'y en a encore que le premier volume, une sorte d'équivalent russe des lieux de mémoire intitulé « Les sites de la mémoire russe ». Le premier volume a été publié il y a quelques années. Alors bien sûr, en relisant toute cette littérature de la Première Guerre mondiale, je me suis aperçu que guerre et paix est partout. C'est le livre des livres qu'on a lu dans les tranchées. Et je crois que c'était donc parfait de commencer avec vous. Je citerai simplement l'un de ces livres, qui est un mémoire d'un officier mort en 1918, et c'est son éloge fait par un autre officier. Peu avant sa mort, il me rappelait le héros de Guerre et paix, cet admirable prince André, renonçant à la cour et tenant à Pierre Bezoukov à la veille de Borodino des paroles désabusées. Crois-moi, si le résultat, ça rejoint ce que nous disions de Proust il y a un moment, crois-moi, si le résultat dépendait toujours des ordres donnés dans les états-majors, j'y serais resté et j'aurais donné des ordres tout comme les autres. Mais au lieu de cela, j'ai l'honneur de servir avec ces messieurs, de commander un régiment, et je suis persuadé que la journée de demain dépendra de nous plutôt que d'eux. Le succès ne saurait être et n'a jamais été la conséquence ni de la position, ni des armes, ni du nombre. De quoi donc, fit Pierre, du sentiment qui est en moi, qui est en chaque soldat. C'est cet art de l'improvisation que décrivait Proust. Votre titre est « Douleur et libération », le dit russe de la guerre. Merci, c'est un grand plaisir d'intervenir dans ce cours et dans ces lieux. Dans la mémoire russe, la guerre joue un rôle essentiel jusqu'à aujourd'hui, beaucoup plus que dans notre mémoire d'occidentaux, de Français en particulier. J'ai emprunté mon titre au plus vieux texte de la littérature vieux russe, le dit du régiment d'Igor. On peut dire qu'avec le dit du régiment d'Igor, que l'on connaît surtout par l'opéra Le Prince Igor de Borodine, bien sûr, la littérature russe sur la guerre naît au XIIe siècle. Et je dirais un seul mot sur une magnifique partie de ce poème médiéval qui s'intitule « Le pleur de Yaroslavna » sur les murs de Poutivle. Yaroslavna, qui pense que Igor, son époux, est mort, pleure.
Et ce pleur a été magnifiquement mis en musique précisément par Borodine, et il est en quelque sorte la dominante de la littérature de guerre russe, c'est-à-dire la compassion. La compassion pour toutes les victimes. Cette bouline ou ce chant épique est inconnu jusqu'au début du XIXe siècle. Donc il ne joue pas de rôle avant 1800, quand il paraît. Ensuite, il joue un rôle énorme sur la poésie et la prose russe du XIXe siècle. Bien sûr, au XVIIIe siècle, avec la naissance des armes, des victoires et de la gloire russe, nous avons une littérature guerrière. Pierre le Grand a fait entrer la Russie dans l'Europe à la force de ses armes, les armes de terre et les armes de la flotte. Et les poètes ont suivi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de poètes et d'odes sur les victoires russes. Disons le poète Derjavin. Mais l'authentique littérature de guerre russe naît en 1854. Et comme le dit du régiment d'Igor, elle naît en liaison, comme la chanson de Roland d'ailleurs, avec une défaite cuisante, la guerre de Crimée. Je rappelle qu'une coalition des armées et des flottes britanniques, françaises et turques ont alors débarqué en Crimée et assiégé depuis la terre le port maritime de Sébastopol. Nous avons une station de métro Sébastopol pour célébrer cette victoire. Un jeune officier de naissance aristocratique arrive le 19 novembre 1854 à Sébastopol. Il connaît déjà la guerre, mais c'est une autre guerre, un peu comme la guerre d'Algérie. Il a servi 2 ans au Caucase, comme presque tous les gentilshommes russes. Et 2 récits brefs sont nés sur place au Caucase. L'un est Incursion et l'autre La coupe du bois. Le thème des incursions ou expéditions punitives commence par la définition de ce qu'est le soldat russe, les 3 catégories de soldats russes. Le soldat russe passif, soumis, le soldat russe belliqueux et le soldat russe orgueilleux. Et puis il y a des sous-catégories, et ensuite on passe à l'action de cette petite incursion punitive qui rappelle énormément de nouvelles et de films sur les 2 dernières guerres de Tchétchénie, car pas grand-chose n'a changé dans la substance de la guerre au Caucase. Le thème des montagnards caucasiens, il ne le quittera jamais. Il s'agit de Léon Tolstoï, puisqu'il écrira Les Cosaques, Le prisonnier du Caucase et son chef-d'œuvre posthume, Hadji Murat. Donc au début de 1854, Tolstoï est envoyé à Silestria, en Roumanie, où Nicolas Ier pense pouvoir rapidement défaire les Turcs. À ce moment-là, les Ottomans résistent bien davantage qu'ils ne pensent. Il faut battre la retraite devant les Ottomans qui acheminent les icônes dans les églises orthodoxes. Et ce fait est le prémisse en quelque sorte d'une guerre totale, qui est entre culture et religion, et pas seulement entre souverains. À Grigorievo, où se trouve Léon Nikolaïevitch, il y a 12 000 habitants slaves et ils s'enfuient tous avec les forces russes et il ne restera dans la ville que 25 vieillards. Tolstoï est outré d'ailleurs par la décision du tsar de faire retraite.
Les 3 récits de Sébastopol, ça, c'est véritablement le début du dit de la guerre russe. Il donne naissance à un autre Tolstoï. Certes, Sébastopol en décembre bouillonne encore de patriotisme. Il y a déjà eu autour de Sébastopol, d'une toute petite parcelle de territoire, 22 000 tués russes. Et nous voyons dans Sébastopol en décembre les instantanés de la vie du soldat qui se succèdent. Un enterrement hâtif, des chevaux qu'on mène boire, un officier qui roule une cigarette en attendant la prochaine offensive. On vit dans une fange puante, mais dans cette fange, on joue aux cartes dans le sifflement des balles. Soudain, un grondement terrible qui bouleverse non seulement votre ouïe, mais votre être tout entier. Chacun réagit à sa façon. Colère, soif de vengeance, peur insurmontable. Dans le récit suivant, Sébastopol en mai, qui paraît en 1855, 6 mois ont passé. La terre est labourée. L'ange de la mort ne cesse de planer. Pourtant, en ville, c'est-à-dire à Sébastopol, et sur le boulevard de la Mer, la fanfare militaire donne toujours des concerts. On part au front par rotation, et en attendant son tour, on se querelle. On lit un roman de Thackeray, très à la mode en Russie, mais on vit avec la peur dans l'âme et le ventre. Et cette espèce de balancement entre la vie ordinaire, mais avec la peur au ventre, et puis retourner dans l'enfer des tranchées, car c'est la guerre des tranchées qui commence à Sébastopol, c'est véritablement le sujet de Tolstoï. Je cite, « Sûrement, je serais tué aujourd'hui, je le sens. Surtout que ce n'était pas mon tour d'aller à la tranchée. Je me suis proposé, pense le personnage qui emplit tout le récit. Si je ne deviens pas major, j'aurai sûrement la croix de Vladimir. Tiens, c'est la 13e fois que j'y vais à ce bastion. Mauvais chiffre, je vais être tué, ça c'est sûr. » Où nous voyons aussi un officier, le prince Galitzine, qui joue du piano avant d'aller au bastion de la mort. Nous voyons une femme de matelot qui se signe. Nous voyons une fillette qui, voyant les éclats d'obus dans la nuit, s'exclame « Que d'étoiles qui roulent !» Tolstoï décrit avant tout la cohabitation du soldat avec la mort. Et cette cohabitation n'a rien à voir avec les notions de bravoure, d'honneur, de courage. Tolstoï a lu Platon, et en particulier le dialogue de Platon-Lacès, où Socrate met dans l'impasse son interlocuteur en lui faisant définir ce qu'est le courage. Est-ce de se lancer à l'assaut tout de suite? Par Zeus, Socrate, il n'est pas difficile de répondre. Quand on accepte de rester dans le rang et de repousser l'ennemi, au lieu de prendre la fuite devant lui, alors, sache-le bien, on ne peut manquer d'être un homme courageux. C'est fort bien dit, Lacès, mais sans doute suis-je cause que, faute de m'être bien exprimé, que ta réponse ne cadre pas avec ce que j'avais en tête quand je te posais ma question. Et on a l'impression que Tolstoï va, comme Socrate, essayer de changer le cadre de notre question sur ce qu'est la guerre. Bon, la caisse recule pas à pas. Les chevaux d'aînés savaient, selon Homère, que cite Socrate, poursuivre aussi bien que fuir. La fermeté irréfléchie n'est pas le courage, et fuir peut être plus courageux. Bref, la nature de la vertu, nous ne l'avons pas découverte. Fuir peut être plus courageux, c'est toute la stratégie de Koutouzov dans Guerre et paix. Tolstoï ne ferraille pas dialectiquement
en un duel d'escrimeurs comme Laquès, Nicias et Socrate dans ce dialogue, mais comme Socrate, il va nous mener à la conviction qu'aucune réponse ne cadre avec les données du combat si on le vit de près, dans la puanteur, la fange et la peur aux tripes. Tolstoï, narrateur de guerre, va de plus en plus s'attarder sur un aspect de la guerre, les blessés, les amputés, ceux à qui on scie la jambe à quelques pas de la tranchée, ceux que la gangrène mange vivants. Chacun baigne dans le sang de son voisin. Il règne dans le lazaret du bastion une puanteur épaisse, lourde, au milieu de laquelle on peine à brûler quelques bougies. Et la définition juste du courage que Socrate cherche en vain à faire accoucher est non seulement introuvable, mais même impensable. Une fois que la peur a pris possession de l'âme, elle ne cède pas vite la place à un autre sentiment. Cet homme qui se vantait de ne jamais courber le front marche, ou plutôt rampe en hâte dans la tranchée. Mauvais présage. Ça y est, je vais être tué. Tolstoï va même jusqu'à décrire la mort de l'intérieur de son personnage, et un de ces personnages, dans le troisième récit, se pense mort et se réveille avec l'étonnement d'être vivant. Tout est fini, je suis tué, pensa-t-il. Ce qu'il éprouva tout d'abord fut une sorte de regret. Il s'était si bien préparé à passer là-bas que le retour à la réalité était comme désagréable. Les bombes, la tranchée, les soldats, le sang. Mais sa seconde pensée fut une impression de joie indiscernable, se retrouver en vie. Et la troisième, un sentiment de terreur et le désir de fuir au plus vite hors du bastion maudit. On peut dire qu'à Sébastopol est née la guerre carnage, la guerre qui ne bouge pas, qui s'obstine sur place à massacrer sans fin dans le même fossé. La Russie entière s'enflamma pour les récits de Sébastopol. Du jour au lendemain, Léon Tolstoï fut célèbre. Pas seulement parce que Tolstoï avait littérairement transmué une humiliante défaite de l'Empire russe en une victoire morale, montrant dans le soldat russe l'être humain par définition, par élimination de tout l'inutile, le clinquant, le superficiel, mais surtout parce qu'un peuple s'identifiait non pas à une victoire, mais à une épreuve vécue, et donc à l'humanité entière. Solferino, dans l'histoire de la guerre, et c'est une autre de nos stations de métro, est venu compléter Sébastopol. Un témoin du massacre, vous le savez, fut un homme d'affaires genevois venu demander à Napoléon III une concession en Algérie, et son livre, Un souvenir de Solferino, fit le tour de l'Europe. Ce livre n'est pas très pittoresque ni même émouvant à lire aujourd'hui. C'est plutôt l'idée de Henri Dunant qui est restée, et cette idée lui est née en voyant le massacre sur place. Et en moins de 24 heures, de 40 000 hommes sur les 300 000 qui étaient impliqués. Tolstoï ira, lui, un peu plus tard, plus loin que le sentimental Henri Dunant, à qui nous devons néanmoins beaucoup de reconnaissance, et sa révolte fera de lui un imprécateur, un négateur forcené de l'art, de l'État, et des pouvoirs, quels qu'ils soient, et pas seulement de l'armée et de l'institution armée. Les récits de Sébastopol ont vraiment créé Tolstoï. Et c'est après Solferino et après une visite à Proudhon,
socialiste, pacifiste, mais auteur de cette guerre épée qui dit que la guerre est divine et que la force établit un droit nouveau. Il lui rend visite à Bruxelles. C'est après cette visite qu'il commence l'immense roman à deux moteurs, la paix, c'est-à-dire la famille humaine, et la guerre, immense remue-ménage des hommes qui va détruire cette famille humaine. Tolstoï, pour écrire la guerre, puise en soi-même, évidemment, la guerre vécue, et il puise hors de soi les mémoires de dizaines de participants aux guerres napoléoniennes, car il choisit d'écrire anachroniquement, un demi-siècle avant. Il va reconstituer plusieurs grandes batailles, Schöngraben, Eylau, Austerlitz et par-dessus tout, Borodino. Il aime Stendhal et son Fabrice perdu sur le champ d'Austerlitz, il le dit. Et il va bien sûr décaper, décadrer, désenjoliver la guerre, mais pas seulement. Tolstoï, philosophe, introduit des dissertations didactiques sur la dialectique de la liberté et de la nécessité. Dans l'homme individuel, dans l'homme collectif regroupé en masse humaine, il y a la nécessité et il y a la liberté. La liberté est une illusion et c'est la nécessité qui règne. Et Tolstoï segmente sans fin, montrant que le but, la finalité de l'action humaine et de la plus titanesque qui soit, la guerre des 12 nations contre la Russie, disparaît dans le jour à jour, l'instant à instant. Borodino, c'est le combat d'un fleurettiste avec un homme armé d'un gourdin. Du côté russe, c'est l'homme armé du gourdin, comme vous voyez sur ce tableau de Goya au Prado. Tolstoï tisse, à la manière de Shakespeare, un entrelac de scènes d'état-major où Koutouzov est le seul à comprendre la règle de la nécessité et de la guerre des Scythes, c'est-à-dire laisser passer l'orage, être patient, revenir plus tard, et de scènes entre soldats. Il envoie le prince André d'un bord à l'autre de cet immense théâtre. À Schöngraben, il va passer de la scène de bataille traditionnelle, celle qu'on voit dans les odes du XVIIIe siècle, où les tableaux, l'état-major et le général est sur une colline avec une longue vue et examine les environs et comment il va faire bouger ses troupes. Il passe de là à la mêlée chaotique du désastre. Je cite, « Le prince André remonta en selle et s'arrêta près de la batterie. Ses yeux fouillaient l'immense panorama. Bagration et le prince arrivent à la butte où un petit capitaine Touchine s'affaire avec ses 4 pièces d'artillerie. On va l'oublier, ce petit capitaine Touchine, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de protection d'infanterie. Il va être laissé livré à lui-même. L'état-major l'a complètement oublié. Il n'est plus couvert. Mais néanmoins, Touchine se laisse aller une joie enfantine qui s'empare de lui et de ses hommes. 17 sont tués déjà sur 24. Et là se situe une scène assez fondamentale, disons, pour la matrice de Guerre et Paix. Le petit capitaine Touchine, qui est emprunté, qui salue non pas comme un officier, mais comme un curé, dit Tolstoï, restait insensible à la peur. Son allégresse allait en augmentant. Le coin de terre où il se trouvait depuis si peu de temps lui paraissait un lieu familier. Et c'est que dans la tête de Touchine, il ne vit pas, disons, la bataille telle qu'elle se déroule, il vit un monde fantastique. Les canons ennemis n'étaient plus pour lui des canons, mais les pipes d'un invisible fumeur qui s'amusait à lancer des volutes vers le ciel. « Tiens, encore une bouffée !» disait Touchine.
Et ça, c'est le procédé favori de Tolstoï pour faire comprendre la guerre, et je l'appellerai le procédé de régression vers l'enfance. Cette régression, elle est à double tranchant. Le guerrier est infantilisé, donc il devient cruel comme l'enfant, mais et égoïste comme l'enfant. Mais le guerrier enfant recouvre aussi une candeur, une pureté, une simplicité, une transparence également. Bien sûr, la guerre devient un jeu, comme pour Touchine, mais ce n'est pas le jeu sur la table des états-majors, mais dans l'excitation de ces hommes-enfants qui jouent avec la mort derrière eux, qui tirent des volutes sur cette grande pipe qu'est le canon. Le même Touchine, qui est un héros malgré lui, un héros enfant, restera silencieux et penaud quand à l'état-major on va lui faire des reproches. Heureusement, le prince André est là à l'état-major pour dire « mais c'est à lui que nous devons, et à des hommes comme lui que nous devons la victoire, ou tout au moins que la défaite soit moins cruelle ». Et en sortant de cette réunion, Touchine remercie le prince, lequel est très mal à l'aise. Ce même André, qui va bien plus tard être à nouveau et mortellement blessé à Shevardino pendant la bataille de Borodino, une bataille que regarde, contemple et scrute tout à fait effaré son ami Pierre Pézourov, tel Fabrice à Waterloo, il se retrouve sur la table du chirurgien. « Déshabillez-le, qu'attendez-vous » crie le chirurgien-major à lunettes. André s'évanouit sous la douleur. Quand il ouvrit les yeux, le major se pencha sur lui, le baisa aux lèvres, sans mot dire, et s'éloigna vivement. Et André éprouve alors une félicité qui annule en lui la douleur. Les meilleurs instants de sa vie, sa première enfance notamment, quand on le déshabillait, qu'on le couchait dans son petit lit, que sa nourrice lui chantait des berceuses, que la tête enfouie dans son oreiller, il était heureux de se sentir vivre. Ces instants se présentaient dans son imagination non comme le passé, mais comme la réalité. La même expérience arrive à Nicolas Rostov quand il ne va pas mourir. Quand le bras écrasé, ils sont passés sur lui, les soldats et les roues des affûts, des charrettes. On lui tord les tendons, on lui brûle sa chair à petit feu, pense-t-il, et il perd connaissance. Et quand il revient, il voit sa mère, Natacha et Sonia, qui sont penchées sur lui. On pourrait aussi évoquer la mort de son petit frère, Petya, qui lui est avec les partisans, avec Denisov, et qui entend une musique dans le ciel et qui va mourir comme un petit gamin dans l'exécution d'une sorte de partita angélique. À côté du prince André, qui vient d'être opéré, gît son ennemi Anatole Kouragine. Et Anatole, on vient de l'amputer. Le chirurgien va lui montrer sa jambe. Elle est d'ailleurs toujours chaussée de la botte. André, peu à peu, reconnaît Anatole. Il cherche quels sont les liens qui relient cet homme à mon enfance, à ma vie. Il y a toute l'histoire de Natacha, éprise d'Anatole, et la rupture des fiançailles du prince André avec Natacha. La guerre chez Tolstoï précipite l'homme mourant dans son enfance. Elle relie tragiquement et comme magiquement les deux bouts de l'existence.
André se rappela tout et une profonde pitié, un amour passionné remplit son cœur heureux. L'incarnation même du soldat russe, qui n'est autre que le peuple russe, le peuple moujik, le peuple enfant, c'est évidemment ce personnage étonnant qui ressemble un peu à un sage, un peu à un fol en Christ, un peu à un idiot du village, qu'est Platon Karataev. Pierre Besuchow est dans un baraquement prisonnier des Français parce qu'on l'a pris pour un incendiaire et hier, on vient déjà de fusiller une douzaine d'incendiaires. C'est peut-être son tour aujourd'hui. Pierre se rend compte qu'il vient de perdre sa foi dans l'harmonie universelle de l'humanité. Il avait fait une quête, il avait rencontré un grand maître de la franc-maçonnerie, il avait cru dans une sorte d'accord universel entre le cosmos et l'homme qui crée l'humanité nouvelle. Non, le monde s'effondrait, il devenait un amas de ruines sans signification, pense Pierre en regardant le champ de bataille. Et maintenant, Moscou en flammes et lui en haillons dans un hangar avec une douzaine d'autres inculpés, gardés par des Français. Et c'est alors que Pierre aperçoit un petit bonhomme qui dégage une forte odeur de sueur. Et ce petit bonhomme lui dit « Ah, vous en avez vu des misères, hein, monsieur ?» dit tout à coup le bonhomme. La voix est chantante, elle reprend comme une vieille nourrice paysanne. « Voyons, ne t'afflige pas, mon petit cœur, ce n'est rien, c'est juste un mauvais moment à passer. » Platon, Karataev, agit sur Pierre comme un baume. Son parler étonne. La besace et la prison, ça ne peut pas se refuser. Là, il cite un proverbe russe sur la besace et la prison. Eh bien, la besace et la prison, c'est-à-dire la pauvreté absolue, l'errance, devenir un mendiant, et la prison, être captif, ou que ce soit, ça ne peut pas se refuser, ça fait partie de la vie. C'est ainsi que Platon essaye de consoler Pierre qui est désespéré. Lui, Platon, il explique qu'il a été pris à braconner, il a donc été envoyé comme soldat. Et il ajoute, dans la famille, on prenait ça pour un malheur, mais c'est un bonheur. Pourquoi ? Parce que comme il était déjà parti, au moment de la levée en masse, on n'a pas pris son frère aîné, qui était père de 4 enfants. Lui n'est pas parti à l'armée du fait qu'un autre frère y était déjà. Pour Platon, cela est tout à fait naturel. C'est un bonheur qu'il soit parti. Autrement dit, la bonté, l'altruisme de Platon coule de source, à la guerre comme à la maison. Ou plutôt, je suis tenté de dire que pour Platon, la guerre est comme sa maison. Une maison où tout se meut, tout se transforme et ce mouvement, c'est Dieu, dit Platon. L'armée devient la famille humaine. Le soldat russe vit en accord profond avec cette famille humaine, pas avec le cosmos, mais avec ce que Dieu veut faire de cette famille humaine. Ses paroles et ses actes émanaient de lui aussi spontanément, régulièrement, nécessairement que l'arôme d'une fleur, pense Pierre. En 1877, la Russie reprit sa longue guerre contre la Turquie. Des volontaires
partent au Balkan, libérer les Slaves du joug turc. Parmi ces volontaires, dans le monde fictif de Tolstoï, il y a un personnage, c'est le comte Vronsky. Après le suicide d'Anna, la seule manière pour lui de rachat, c'est de partir au front. Et un écrivain qui s'appelle Vsevolod Garshin part lui aussi. Tolstoï n'a que des colibés pour les volontaires qui partent à la guerre au Balkan. D'abord parce que c'est au Balkan. C'est une guerre qui n'est pas chez nous, qui n'est pas à la maison. Et puis parce que son hostilité à la guerre a beaucoup évolué. Dostoïevski s'enflamme, lui, dans le journal d'un écrivain. Et Ivan Karamazov, dans son débat sur Dieu avec Alyosha, fait usage des atrocités commises par les Bachibouzouk contre la population bulgare comme d'un argument contre Dieu. Un mot sur ce Garshin qui a d'un seul coup eu une célébrité énorme, en particulier parce qu'il écrit 4 jours, ou il décrit 4 jours d'un soldat qui est presque mortellement tué et qui a en face de lui le cadavre d'un fellah égyptien, un soldat ottoman. Devant moi, un homme que j'ai tué. Pourquoi l'ai-je tué? Je serais heureux de faire un échange avec lui. Lui n'entend rien, ne sent rien, pas de douleur à sa blessure, pas de soif. La baïonnette est allée droit au cœur. Tolstoï est resté bien sûr à l'horizon de tous ceux qui ont voulu dire la guerre après lui. Et il n'est pas question que je parle de tous, mais il y en a un que peut-être, sûrement, vous attendez, c'est Alexandre Solzhenitsyn, qui était un romantique, un marxiste romantique, qui a le projet d'un poème ou roman historique sur la débâcle de son pays. Ce projet lui est apparu quand il est étudiant en mathématiques. Il l'intitule R17, Révolution 17. Et il va l'introduire dans La Roue rouge. Donc c'est à l'âge de 18 ans qu'il a cette idée et il commencera son grand roman par la défaite, c'est-à-dire l'encerclement de la première armée russe dans les forêts de Prusse, commandée par le général Samsonov, qui, une fois la destruction de toute son armée achevée, va se suicider dans un buisson. C'est une scène magnifique que le suicide du général Samsonov qui a été encerclé par le général allemand François. La Roue rouge est née de cet épisode. Un des alter ego de Solzhenitsyn, le colonel Vorotintsev, parvient lui à faire traverser une douzaine de rescapés qu'il a ramassés au hasard l'encerclement. Bon, il s'agit de passer des clairières où il y a une mitrailleuse allemande de l'autre côté. L'officier brillant, monarchiste, mais trahi par le monarque, a à côté de lui un soldat pieux, résistant à tout, incarnation du peuple, qui est Arseny Blagodaryov. Et tout cet immense roman de 6600 pages, plus 250 pages encore pour dire ce qu'il aurait dit s'il avait pu écrire la suite, comporte des duplications de schèmes tolstoïens évidents. Le couple Vorotintsev-Blagodaryov réédite le couple Prince André Touchine. Mais l'idée d'un sacrifice à l'échelle d'un peuple transperce toute l'immense fresque, et en particulier les énormes massifs de narration de la guerre. L'officier Vorotintsev, le simple soldat Blagodaryov, se retrouve dans une clairière prussienne, dans la forêt prussienne. Le colonel Kabanov, que l'on portait sur les épaules, vient de mourir et Vorotintsev a choisi cette clairière au sommet d'une petite colline pour enterrer. Il pense que l'enterrement du colonel va souder les 12 rescapés. Seulement voilà, il ne sait pas les prières, tandis que Blagodaryov, le simple soldat, connaît les prières, et on a cette scène magnifique où c'est
le soldat qui va chanter la prière pour les morts, « Seigneur, reçois ton serviteur ». Tous les deux vont survivre à un déluge de feu, comme on n'en avait pas vu depuis toute l'histoire de la guerre. Puis ils se séparent, comme on fait à la guerre. Solzhenitsyn a ici planté le repère principal de sa saga, où des milliers d'acteurs se dévisagent, se rencontrent, se séparent, s'entretuent, car la mêlée humaine n'est pas moins compacte que chez Tolstoï. Mais la cathédrale narrative, elle est là, transverbérée par le bonheur des épreuves surmontées. C'est Tolstoï, c'est Guerre et paix. Tandis qu'ici, elle est dans des ténèbres, dans un inachevé dramatique, un inachevé de l'œuvre, un inachevé de la guerre, parce que la guerre s'est terminée par la guerre civile. Dans la lumière baptismale de cette forêt prussienne, mais la suite est tragique. Solzhenitsyn a fait la guerre de 41 à 45, il a été arrêté à la veille de la victoire, il narre dans La Roue rouge une guerre qu'il n'a pas faite, mais il a combattu à l'endroit même où son père avait combattu. Et il y a dans ce roman plus que un roman historique, un voyage dans la mémoire de la douleur russe, et il n'y est pas tombé dans l'anachronisme où était tombé Tolstoï. Solzhenitsyn s'est incarné dans cet alter ego, ce père qui a fait la guerre, mais il était tolstoïen, c'est-à-dire pour la non-violence, ce qui est une très belle scène. Il y a un personnage philosophe qui l'interpelle au moment où il lui dit « Je viens de m'enrôler. Comment toi, tolstoïen, tu t'es enrôlé pour la guerre ?» L'autre est comme tout dépité, ne sait pas quoi dire, et à ce moment-là, le philosophe lui dit « Mais tu as bien fait, car précisément, l'homme n'a pas à être logique. » Solzhenitsyn, capitaine, a été encerclé. Il s'en est sorti. Il raconte ça dans un récit qui s'appelle Adlig Schwettenkitten. Et cette nuit d'encerclement sert véritablement de nœud, de moteur à cet immense roman. Solzhenitsyn étrille les états-majors comme Tolstoï. Il apparie un homme du peuple, le soldat russe, et un aristocrate. Évidemment, il a affaire à un peuple qui est dans le servage chez Tolstoï, sorti du servage, mais qui va entrer dans un autre servage, il le sait, dans La Roue rouge. Il utilise la technique des écrans, narration haletante, qui sont comme des scénarios de films. Il emprunte ça d'ailleurs à Dos Passos, qui était traduit abondamment et très aimé des lecteurs soviétiques. Je cite, « Fusillade frénétique, furieuse, rafale de mitrailleuses, coup de canon, roule la roue coloriée par l'incendie joyeux, pourpre la roue, et sur le visage des hommes petits, pétris de peur. Pourquoi roule-t-elle toute seule? Pourquoi si grande ?» Voilà d'où vient le titre « La Roue rouge ». Et sur l'écran suivant, nous voyons les chevaux. Ça se passe uniquement entre chevaux. Les chevaux morts, les chevaux qui s'enfuient, les chevaux pris d'épouvante. Et là aussi, Solzhenitsyn se souvient de Tolstoï qui a écrit Rostomier, où l'on voit tout par la conscience d'un cheval. Les quatre pattes en l'air, comme ils ont gonflé, et mourront comme ça grossit un cheval. L'homme, lui, ça se ratatine. Il est couché sur le ventre, il est crispé, tout petit. Jamais on ne croirait que c'était lui qui faisait tout ce tonnerre, toute cette fusillade, qui remuait toutes ces masses, à présent abandonnées, culbutées, pense le cheval.
Autrement dit, autrement que Tolstoï, plus cruellement peut-être que Tolstoï, Solzhenitsyn imprègne son récit de la conviction que la guerre n'est pas la maison de l'homme. C'était la nuit, j'allais et venais, montant la garde pendant que mon groupe dormait, et tout à coup je me suis arrêté, ça m'a comme ébloui, le sentiment que nous tous, nous n'étions pas à notre place, que on s'était égaré. Cette littérature russe ne célèbre évidemment pas la victoire, elle célèbre la compassion. Elle reste dans ce qu'elle a de meilleur, dans l'état d'âme de Pierre Bezourov, le soir du 22 octobre 1812, quand Pierre, épuisé, marche dans un convoi de prisonniers et que les Français emmènent dans leur retraite sous une pluie interminable. Il croyait ne penser à rien, mais son âme s'était enfoncée loin et profond, quelque part dans des pensées graves et apaisantes, et c'était le résultat d'une conversation qu'il avait eue la veille avec Platon. La guerre est injuste, pense Platon, mais dans cette injustice, il y a de la justice. Tel est son message. Les hommes sont comme le grain sur l'aire de battage. Les fléaux gigantesques s'abattent sur eux, séparant les graines de leurs âmes pour un usage qu'ils ignorent, dit de son côté Solzhenitsyn lors de l'effroyable contre-attaque allemande sur Ouzdao, où Vorotintsev découvre le vrai soldat russe, Arseny Blagodaryov. Le fléau sépare les graines, le bon grain de l'ivraie. Tel est le message d'Alexandre Solzhenitsyn. Mais tous deux ont fait du dit de la guerre russe le révélateur d'une pensée grave que l'âme n'aurait pas pressentie sans, précisément, cette calamité qu'est la guerre. Merci beaucoup. C'était une introduction parfaite parce que, comme vous l'avez dit, ces textes, vous l'avez dit, sont à l'horizon de tous ceux qui ont écrit la guerre après Tolstoï, mais dans toute la littérature française également. C'est la matrice de cette description de la guerre moderne. Il y avait un livre sur lequel je voulais vous interroger, parce que je ne le connais pas bien, c'est l'autre Tolstoï qui a écrit sur la Grande Guerre. Alexis Nikolaevitch. Oui. Alexis Nikolaevitch, qu'on a appelé le Comte Rouge, oui. Qui avait gardé le même domestique avant et après la Révolution. Et il paraît que ce domestique, quand on appelait au téléphone, disait « Son Excellence est au comité central ». Il n'a pas fait la guerre, mais il l'a décrite. Il l'a décrit dans la première partie du Chemin des Tourments. Il emprunte ce titre à un conte populaire du Chemin des Tourments qui vient de Byzance, mais que les Russes ont beaucoup aimé, où la Mère de Dieu implore Dieu le Père de bien vouloir délivrer pendant quelques jours les réprouvés en enfer de leur souffrance. Et elle obtient cela pour une semaine, chaque année. Et donc il se place sous cette invocation pour faire sa trilogie du Chemin des Tourments. Mais ce Chemin des Tourments est à l'image du conte Alexis Tolstoï, c'est-à-dire il a changé les jalons, il a changé à 180 degrés, et par conséquent, entre le tome 1 et le tome 3, le tome 1 qui est publié dans les Migrations à Paris, et le tome 3 où l'on voit Staline à la bataille de Stalingrad, évidemment, jamais on avait encore vu une œuvre littéraire, disons, tourner comme une girouette dans le vent de façon aussi spectaculaire.
Ces descriptions sont pas mal. Par exemple, pour la seconde guerre patriotique, comme disent les Russes, en 1945, il a un petit récit que je me rappelle qui s'intitule « Le caractère russe ». C'est un soldat qui revient de la guerre, il entre dans la maison où il y a sa fiancée, mais il est un grand brûlé, et donc elle ne le reconnaît pas. C'est un livre qui est toujours lu, Le chemin des tourments. C'est un livre qui... Aujourd'hui ? Oui. Je ne pense pas que ça soit beaucoup lu. Non. Mais ça se lit parce que c'était un technicien de la narration remarquable, un très bon dramaturge, un bon poète. Et le tome 1 est encore parfaitement lisible. Le tome 3 est lisible comme un document. Cette seconde guerre patriotique, ou pour la patrie évidemment, a engendré énormément de littérature, la littérature de la guerre, alors soviétique, avec Konstantin Simonov, avec Viktor Nekrasov, l'auteur de Dans les tranchées de Stalingrad. Viktor Platonovitch avait été dans les tranchées de Stalingrad. C'est un petit épisode. Alors, si vous avez lu Vassili Grossman, dont les carnets de guerre sont aussi un document extraordinaire sur la guerre, mais simplement, Staline lui a interdit de rester à Stalingrad jusqu'à la victoire. Ça, c'était les vengeances de Staline, parce que les billets sur la guerre que faisait Vassili Grossman avaient trop de succès dans l'armée. Et donc il le retire, il l'envoie en Pologne. C'est Konstantin Simonov qui est envoyé à sa place. Viktor Platonovitch, Viktor Nekrasov mentionne une fois Staline parce qu'il y avait le portrait du généralissime. Et il m'a raconté ça lui-même. Le censeur lui dit une fois, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce qu'il vaudrait mieux rajouter d'autres apparitions, occurrences de Staline? Il a tenu bon, et vous voyez, le camarade Staline ne lui en a pas tenu rigueur, puisqu'il a eu le prix Staline dans les tranchées de Stalingrad, tandis que lorsqu'il y a eu le dégel et que Staline était plus persona grata, pour une réédition, on lui demande d'enlever le portrait de Staline. Et il a tenu bon et il ne l'a pas enlevé. Il y a Victor Astafiev est un des grands peintres de la guerre. Il est sibérien. Il habitait Krasnoïarsk. Tués et victimes. C'est également dans cette tradition fondée par Tolstoï, c'est-à-dire regarder le soldat russe, regarder l'homme du peuple, le Platon Karataev, qui est pris dans ce bourbier et qui a en lui des ressources pour se sauver et pour sauver les autres que n'a pas l'officier, que n'a pas celui qui n'est pas du peuple. Oui. Évidemment, ce sont des grands thèmes de toute la littérature de la Première Guerre mondiale, que ceux-là, qui sont... C'est-à-dire presque toute cette littérature est vue par l'homme du peuple. Oui. Alors la différence entre nous et les Russes actuels, c'est qu'évidemment, la Grande Guerre, elle est loin, c'est 100 ans. La guerre de 41-45, puisque pour les Russes c'est 41-45, est encore très proche. Et quand on regarde les monuments aux morts français, qu'on voit l'immense liste, par exemple, mon village où j'habite à Ezry, où nous sommes 300, mais la liste c'est 150 noms de jeunes gens. Et pour la Seconde Guerre mondiale, on a rajouté 3 noms.
ce qui est déjà beaucoup. Les Russes n'ont pas de monument aux morts de la Première Guerre mondiale. L'histoire russe est ainsi faite qu'elle a été escamotée. En ce moment, ils essayent de reprendre un peu ce thème. Elle a surabondamment des monuments sur la Seconde Guerre mondiale, mais sans avoir les listes des noms, sans avoir cet hommage qui est de simplement inscrire les noms. C'est ce que demande aussi Mémorial pour les noms des victimes du goulag. Avoir une liste des 6, 7, 8 ou 10 millions de victimes du goulag, rien que les noms. Alors, en un sens, on peut dire que aujourd'hui, le culte officiel de la guerre, c'est plutôt le culte de la victoire. C'est pas tellement le culte de la guerre. Oui, vous disiez que la mémoire de la... Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en travaillant sur ces questions, que la mémoire de la Première Guerre mondiale était occultée par la Révolution et la suite de la guerre. Totalement. Bien que dans les premiers jours d'août 14, bon, Solzhenitsyn, le premier nœud de la roue rouge s'intitule Août 14. Oui. Et on voit l'arrière et le fond. Dans les premiers jours, il y a eu un mouvement patriotique extraordinaire. Le décret Loukaz, lu dans toutes les églises et partout du tsar Nicolas, annonçant l'entrée en guerre, les gens s'agenouillaient comme en 1812. Et il suffit de lire les vers patriotiques de Vladimir Mayakovsky, poète futuriste, pour voir à quel point tout le monde était pris par cette atmosphère. Alors ça a assez rapidement tourné. Et donc, il y a peu d'œuvres qui portent sur la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres. Oui, il y en a peu. Il y en a beaucoup plus sur la guerre civile. Oui. Qui sont d'ailleurs quelquefois dans la tradition de Tolstoï, puisque dans les années 20, un des mots d'ordre littéraire, c'est revenir à Tolstoï. Tolstoï étant un modèle du fait que Lénine avait parlé de Tolstoï comme le miroir de la Révolution, donc on pouvait s'en inspirer, tandis que Dostoïevski était... sinon interdit, du moins, disons, prohibé dans l'usage habituel. Alors Faddeev, par exemple, est tolstoïen dans ses premiers romans, mais il y en a beaucoup plus sur la guerre civile. Et le grand thème de la guerre civile, c'est un frère dans un camp et l'autre dans l'autre. Les blaireaux de Léonov et d'autres romans sont construits là-dessus, parce que c'est ce que la Russie a vécu. Avec une cruauté dans cette guerre, évidemment, sans pareil que vous trouvez dans un peu chez Bounine, mais beaucoup plus chez Chmilyov. Chmilyov qui a décrit la guerre civile en Crimée de façon aussi saisissante que Vassili Grossman décrit la Seconde Guerre. Je parle de Vassili Grossman parce que, par exemple, lorsqu'il passe à Yasnaya Polyana, chez Tolstoï, à l'aller, il est passé à Yasnaya Polyana, il a vu, c'était un musée, et il le voit au retour, complètement souillé, pillé, et avec des cadavres gelés qui sont éparpillés dans la propriété. Alors ça, c'est une des pages les plus difficiles à lire, les plus extraordinaires de Vassili Grossman, qui a d'autres pages sur la cruauté envers le soldat russe, la façon dont les déserteurs étaient fusillés. Alors il a un petit feuilleton, mais qui n'a pas été pris par la censure,
Le déserteur a été fusillé, il est dans le tas des fusillés, mais on l'a raté. Il est encore vivant, on voit un bras qui sort, on l'extirpe, il demande pitié. Toutes les lois humaines feraient que, en principe, on devrait accorder précisément à celui que l'on a raté au premier coup la grâce, et le commissaire le fait fusiller. Bien, écoutez, on va vous remercier pour cette belle introduction au séminaire. Merci.